attaquer cette vidéo, on va parler un petit peu du sponsor Car Vertical. Car Vertical, vous commencez à connaître, c'est un petit site qui permet de ne pas se faire arnaquer quand on achète une voiture. C'est un élément supplémentaire pour acheter sa voiture en toute sécurité. Tu mets le numéro de la plaque ou le numéro de VIN, ça te scanne un rapport, ça scanne ton véhicule dans le monde entier et ça va te permettre de savoir si le kilométrage a été modifié, si les papiers sont en règle ou non et bien évidemment si le véhicule a déjà été accidenté et si oui, à quel niveau. Donc je te montre tout de suite un petit rapport d'une BMW à titre d'exemple pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là on se retrouve sur le rapport de cette BMW série 2 avec bien évidemment un accident déclaré. Donc on descend, on voit un petit dossier photo, c'est ça qui est super intéressant. On regarde un petit peu ce que ça nous donne. Ah oui, l'avant, surtout l'avant droite a quand même bien tapé, il y a quand même un sacré boulot de tôlerie. On ne sait pas trop si à l'intérieur ça a bougé au niveau des longerons. Par contre on voit que les aimants internes de sécurité sont déclenchés. Donc gros chantier sur cette voiture là. On parcourt un petit peu le rapport et on voit qu'il a été accidenté 3 fois. Bon, c'est sûr que ça refroidit. Une fois en Allemagne, donc 1500 €, ça reste un dégât mineur. Pour moi c'est anodin. Par contre en Allemagne pour 50 000 €, donc là 50 000 € de dégâts accidentologiques sur une voiture, clairement la voiture elle ne vaut plus rien. C'est-à-dire que même si elle est réparée, déjà je pense qu'elle passe épave, mais même si elle est réparée, ça n'a plus aucune valeur sur le marché de l'occasion. C'est-à-dire que c'est une voiture que si vous voulez l'acquérir, vous n'allez pas la payer le prix du marché, vous allez la payer en dessous du prix du marché. Donc Car Vertical, ça sert à ça les amis. Je rappelle, vous avez moins 20% avec le code GLB. Le code s'affiche à l'écran, les liens sont en description de la vidéo et nous on continue tout de suite la petite vidéo. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et on va s'occuper de la MR qui est juste derrière moi. Alors souvenez-vous quand on a passé la voiture au banc de puissance chez Johan pour tout simplement vous faire une vidéo qui du coup a changé de thème où on devait tout simplement vérifier la différence de puissance sur une simple cartographie FlexFuel entre l'éthanol et le samplon 98 pour vous montrer un petit peu quel gain apporte physiquement, matériellement, de manière objective l'éthanol sur un moteur et surtout sur un moteur atmosphérique. Pas de bol, la voiture elle avait un problème. Du coup, il n'y a rien qui a fonctionné comme prévu. Mais bon, commence à avoir l'habitude avec Johan. De toute façon, à chaque fois que je lui propose des thèmes de vidéo, ça part toujours en couille. Et en fait, finalement, on a réalisé cette vidéo parce que je voulais qu'elle soit le plus objective possible. Je me suis dit, avant de changer quoi que ce soit sur la voiture, je veux réaliser cette vidéo. Bon, bah, pas de bol. En fait, la voiture, elle avait un problème et du coup, la réalisation de la vidéo a mal tourné. Donc, cette vidéo-là, je vous la referai. Mais je vous la referai une fois qu'on aura terminé cette voiture-là. J'irai faire un plein de 98. On ira la passer au banc. Ensuite, j'amènerai de l'éthanol. On changera le carburant et on verra cette voiture. On va réussir à la faire. Mais du coup, il faut quand même réparer la voiture avant. Voilà. Donc ça c'était un petit peu le contexte où on s'est rendu compte qu'il y avait un problème sur la voiture. Le problème peut venir à mon sens de deux endroits. Soit du collecteur d'admission puisqu'on a 3 rangs de volets. On a un volet, alors attendez je vais vous montrer. En gros pour vous expliquer on a 3 rangs de volets sur cette admission. On en a un central qui va permettre de prendre soit un circuit court soit un circuit long pour favoriser soit le couple soit l'accélération, et on en a 2 ici, enfin un ici et un ici, qui va venir tout simplement obstruer l'admission, pareil, pour jouer sur la consommation, sur le couple et sur la puissance. Ces volets-là doivent varier en fonction de la charge et de la demande moteur. Le problème, c'est que c'est un problème très connu sur ces moteurs-là. 4 litres 2, enfin les V8 et les V10, 4 litres 2 et 5 litres 2. Pourquoi? Parce que c'est un modèle à injection directe. Donc le carburant est injecté directement dans le cylindre et pas dans l'admission. Étant donné que c'est des très gros moteurs, il y a énormément de pression dans le bas moteur, ce qui fait qu'on a énormément de flux de vapeur d'huile. Le flux de vapeur d'huile revient dans l'admission, calamine l'admission, les volets et les soupapes et finit par gripper les volets et ça finit même par casser. Donc ça c'est la première hypothèse qui est à mon avis peut-être la plus probable. Donc il va falloir qu'on démonte ce collecteur d'admission, qu'on le désassemble parce que ce collecteur d'admission n'est plus vendu. Ça coûte 3 800 € sur commande, donc il est hors de question qu'on dépense de l'argent et que dans 100 000 km ce soit rebelote. Donc on va le démonter intégralement, on va tout nettoyer. Si les clapets sont cassés, on va supprimer ces fameux clapets. Bref, ça arrivera dans une prochaine vidéo, mais c'est l'une des potentielles raisons du problème qu'on a eu sur le banc de puissance.
Deuxième autre potentielle raison, elle est au niveau des pompes haute pression, ici et ici. Alors, ce qui m'a paru bizarre, c'est que lors de l'analyse, parce qu'on a commencé un petit peu à chercher, on a pu voir que les pompes haute pression n'excédaient pas 98-100 bars. Ok? Généralement, des pompes haute pression, ça monte plutôt à 140 jusqu'à 160 bars. Donc ça m'a paru bizarre. J'ai fait mes petites recherches, une galère sans nom d'ailleurs en passant par là, sur les fameuses pompes du modèle V10, qui sont exclusivement sur le modèle V10 et pas sur les autres. Et donc qui coûtent un petit peu d'oseille, si t'as bien compris ce que je veux dire. C'est pas les mêmes que les 4 litres 2, c'est pas les mêmes que les autres moteurs de chez Audi. Donc du coup, ça a été fabriqué uniquement par Hitachi. Je voulais tout simplement acheter un kit pour refaire ces pompes-là, pour que ça me coûte moins cher. Bah forcément, ils en vendent pour tous les modèles, mais pas pour celle-là. Donc du coup, j'ai pas eu le choix que d'acheter des pompes neuves. Pourquoi j'en suis arrivé à acheter des pompes neuves? Alors, c'est très simple. Sur la doc Hitachi que j'ai réussi à me procurer, il est mentionné qu'il est fortement conseillé pour un fonctionnement optimum de remplacer les pompes tous les 160 000 km. Donc ça, c'est Hitachi qui le marque. C'est pas Audi. Sur ces modèles-là, généralement, passé 180-200 000 km, les gens sont obligés de changer les pompes. Pourquoi? Parce que vous finissez par avoir des problèmes de pression de carburant et vous avez un voyant qui s'affiche au tableau de bord. Sauf que sur le banc de puissance, on demande 100% de la puissance du moteur. Sur route ouverte, vous ne demandez jamais 100% de la puissance du moteur. Donc en fait, même sur des pompes qui sont un peu faibles, vous n'allez pas avoir de problème, étant donné que vous n'allez pas exploiter le moteur. C'est une fois que les pompes sont trop usées pour que même en conditions standard de fonctionnement, vous n'ayez pas la bonne pression et à ce moment-là, ça vous déclenche un voyant et c'est là seulement que vous remplacez les pompes. Donc on arrive généralement à faire 30-40 000 km de plus que la préconisation Hitachi. Nous, on a bien vu au banc qu'il y avait potentiellement un problème. Et à la fin du passage au banc, on a pu voir qu'on avait un code qui sortait, qui n'était jamais sorti, c'était système trop pauvre. Et on a pu voir en analysant les datas qu'on n'avait pas assez de carburant qui arrive ou trop d'air qui arrive. D'où mon hypothèse également du collecteur. Malheureusement, je suis pas devin. Donc il va falloir forcément faire par élimination. Sachant que Hitachi préconise un remplacement tous les 160 000 km et que la voiture a 160 000 km, je me suis dit que finalement c'était pas de l'argent jeté par les fenêtres et que c'était peut-être mieux pour le rendement du moteur de commencer par lui mettre 2 pompes neuves. Et l'objectif, c'est ensuite de se rendre chez Johan et de venir remesurer la voiture au banc, voir si on a eu une amélioration de comportement, de puissance, de courbe, etc. avec 2 pompes à carburant neuves. Voilà, c'est vraiment l'objectif de la vidéo. Donc, ce qu'il faut savoir également, et ça c'est quelque chose que je savais, alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les préconisations constructeurs de la voiture, c'est pas forcément celle qu'il faut suivre. Celle qu'il faut suivre, c'est les préconisations du fabricant des pièces. C'est un petit peu comme pour les boîtes de vitesse. Tu vois, là-dessus, on a une Z6HP. Non, ZF6HP. Audi, en gros, te dit non, il n'y a pas besoin de la vidanger, c'est à vie. Et ZF te préconise un remplacement de l'huile tous les 80 000 km. Donc tu vois, c'est un exemple typique. Donc il faut le faire, puisque le fabricant de la boîte te dit de le faire. Le fabricant de la voiture, on s'en fout. Lui, il sait fabriquer les voitures, il sait pas fabriquer les boîtes. Il sait assembler des pièces pour fabriquer une voiture. Donc c'est toujours important de respecter la norme fabricant de la pièce en question. En l'occurrence, là, Audi ne te dit pas de changer la pompe HP à 160 000 km. Par contre, le fabricant de la pompe te le dit. Donc pour moi, c'est nécessaire de le faire. Et d'ailleurs, personne ne le fait. Mais bon, moi je suis un peu maniaque, vous commencez à me connaître, j'aime bien faire du préventif. Et il y a un autre problème sur les Audi et sur presque tous les moteurs avec des pompes HP que je n'ai jamais vu sur Internet. Enfin, je n'ai jamais vu cette recommandation sur Internet. Et pourtant, elle existe vraiment. C'est le remplacement du poussoir de la pompe. Ta pompe, regarde, je te montre. J'en ai une là. Tu vas comprendre. Ta pompe, elle est comme ça. Ok? Pour convertir de la basse pression, donc tu as du carburant basse pression qui arrive là, donc via ta pompe de gavage qui est dans ton réservoir, qui alimente 3 bar 5. Tu vas venir envoyer
du carburant haute pression vers tes injecteurs. Donc là, tu vas arriver à 3 bar 5 et tu vas ressortir à 100, 140 bars selon les voitures. Et bah, c'est tout simplement grâce à ce piston qui va, tu vois, se comprimer comme ça et venir comprimer ton carburant et l'éjecter à une certaine pression. Ici, tu as un système qui va permettre de libérer la pression pour faire varier la pression qu'on envoie aux injecteurs selon la demande moteur. Donc en gros, tu arrives 3 bar 5, ton piston ici va tourner à fond, comprimer ton carburant, et selon la demande moteur, tu vas venir réguler la pression d'envoi ici, grâce à la petite électrovanne ici, vers tes injecteurs et donc alimenter ton système en carburant et donc tes cylindres. Ça, c'est pour le fonctionnement de ça. Seulement, ce petit piston-là, il fonctionne pas par le Saint-Esprit. Hein. Il fonctionne via ton arbre à cam. Tu as un petit poussoir qui est ici. Cette petite pièce-là s'appelle le piton. C'est actionné par cette petite pièce-là qui s'appelle le pilon. Alors, hop, j'essaie de te le mettre. Voilà. Donc, ça rentre dedans. Tu vois, c'est creux. On va le voir tout à l'heure en vidéo. Et ça, c'est mis en fonctionnement par ton arbre à cam. Au même titre que tu mettrais en route un poussoir hydraulique. Donc, tu vois, ton arbre à cam, il vient pousser ton poussoir hydraulique pour ouvrir ta soupape. Et ben là, ton arbre à cam, via une cam supplémentaire, vient tout simplement appuyer sur ce qu'on appelle le pilon. Alors, c'est appelé piston, mais le vrai nom, c'est le pilon. Ça va venir faire ça, donc, comme une soupape. Sauf qu'au lieu d'actionner une soupape, tu viens actionner le piston de ta pompe haute pression. Ok? Tu me suis jusque-là. Cette pièce-là est considérée comme une pièce d'usure. Ok? Tu me suis? Elle doit être remplacée tous les 25 à 35 000 km. Ah bah oui, personne ne le fait, personne ne le savait. C'est pas moi qui l'invente, hein. Je vous laisse aller vous renseigner sur internet, vous allez voir. Pourquoi? Parce que là, on a une version qui va venir appuyer via un rouleau. Pourquoi? Parce que c'est un système à linguets là-dessus. Vous avez des petits linguets. Donc du coup, pour le fonctionnement de l'arbre à cam qui soit pas chamboulé, on met tout simplement un système similaire à un linguet sur le poussoir du piston, du pilon de la pompe haute pression. Ok? Par contre, sur des moteurs qui n'ont pas de linguet mais qui ont des poussoirs hydrauliques, donc plats, du poussoir standard, et vous allez avoir un pilon qui va ressembler ni plus ni moins à un poussoir. Alors l'avantage c'est que ça coûte moins cher. Là vous êtes à 99 € pièce avec ce format là. Sur le format poussoir vous êtes à 36 € max. Vous arrivez à en trouver à 20 € pièce. Sachant que généralement sur un 4 cylindres vous en avez qu'un. Sur un V, un moteur en V vous allez en avoir deux. Et le problème, donc ceux-là sont ceux qui s'usent le moins vite, ok? Là, on va être sur un remplacement aux alentours de 50 000 km. Là, la 160, je suis sûr que ça n'a jamais été fait. Par contre, quand vous avez la version poussoir, donc en fait, au lieu d'avoir une petite roulette ici, c'est plat. Et en fait, le matériau de fabrication de ce truc-là n'est pas de la même dureté qu'un poussoir hydraulique. Et donc, il s'use, d'où le fait de le remplacer. Et ça doit être fait tous les 25 à 30 000 km. Pourquoi? En fait, sinon, vous allez fusiller votre arbre à cam. Premièrement, la surface ici va s'user. Donc, vous allez réduire l'épaisseur un peu comme un jeu aux soupapes. Ce qui fait que vous allez réduire la course de votre pompe. Et ce qui fait que vous allez réduire la pression de carburant. Et ce qui fait que du coup, votre moteur ne va pas fonctionner correctement. C'est de la mécanique pure. Première chose. Vous attendez. Parce qu'à la limite, vous roulez comme un papy. Vous n'avez pas de défaut de pression de carburant. Donc, tout va bien. Voilà. D'ailleurs, changez pas la pompe. Changez d'abord ça. Sauf que un beau jour, en fait, il va tellement s'user. Regardez sur internet, il y a plein de cas comme ça, qu'en fait vous allez percer l'espèce de poussoir et vous allez détruire la surface de votre arbre à cam. Ce qui fait que pour une pièce à 35 €, vous allez devoir changer un arbre à cam, sortir le haut moteur, et là c'est ni le même prix de pièce, ni le même coût de maintenance. Donc s'il vous plaît, si vous avez un système avec des pompes haute pression, pensez à remplacer cette petite pièce. Ça coûte pas cher, c'est très simple, vous allez le voir en vidéo et ça peut vous sauver un moteur. Je vous donne des conseils comme ça, après c'est vous qui décidez. Donc là les amis, l'objectif ça va être de venir poser deux pompes neuves Hitachi, donc référence constructeur d'origine, hein, on n'est pas sur des pompes préparées, la voiture ne va pas être préparée donc pas d'intérêt. Et en fait ça c'est usiné directement dans votre culasse. Et en fait, après, votre pilon, au lieu de fonctionner bien droit comme ça, il va avoir tendance à faire comme un piston de moteur usé. Il va avoir tendance à danser comme ça. Et vous allez user encore plus vite le pilon. Et vous allez surtout
abîmer ce qui va lui servir de cylindre, donc la culasse, et pareil, vous allez avoir une perte d'étanchéité, une perte de rendement, voire pire, tout simplement une détérioration de la culasse. Donc c'est une petite pièce qui est hyper important à remplacer. Donc là les amis, on va attaquer la méca. Alors on va intervenir sur des pompes haute pression. Extrêmement important de vérifier qu'on n'a pas de pression dedans. Pourquoi? Parce que si vous ouvrez avec 100 bars de pression, 100 bars de pression, ça peut faire très mal, ça peut couper un doigt. Alors couper, ça va pas vous couper en deux le doigt, mais ça peut vous faire de graves lésions. Je vous parle même pas si ça va dans vos yeux. Donc la première chose à faire, là je vais pas le faire, vous commencez à me connaître, mais moi je vous le conseille, c'est de mettre des lunettes et des gants de protection au moment où on démonte les durites. Je vais vous expliquer pourquoi je le fais pas, je suis pas Iron Man, mais je vais vous expliquer. Sinon, vous faites comme moi, vous laissez la voiture une nuit complète à l'arrêt, sans mettre le contact, parce que quand vous allez mettre la mise en contact, vous allez amorcer les pompes. Bien évidemment, ne surtout pas démarrer le moteur, sinon vous allez mettre en pression le circuit haute pression. Donc là, il est resté une nuit, le circuit est vide. Si jamais c'est pas resté une nuit, je vous conseille tout simplement de brancher une valise diagnostique dessus et d'afficher la pression haute pression de rampe d'injecteur. Vous allez voir quelle pression il reste dans votre circuit. Et là, ça vous permettra de déterminer s'il y a un niveau de dangerosité ou pas. Et ensuite, bien évidemment, démonter avec précaution les deux durites qui se trouvent ici pour pas se faire surprendre. Si vous avez le moindre doute, mettez tout simplement une paire de lunettes. Moi, en l'occurrence, j'ai vérifié la pression. Le véhicule n'a pas démarré depuis 24 heures, donc j'ai aucun risque de pouvoir avoir de la haute pression ici. Donc, je peux démonter sans règle de sécurité. Ne le faites pas, j'insiste. Bon, donc là, on attaque le démontage. Ce que je peux te conseiller, c'est d'acheter ces petites clés que tu as sur metalgarage.fr. Je te mettrai le lien en description de la vidéo. Pour t'expliquer un petit peu la différence, quand tu démontes des tuyaux comme ça, pour éviter de venir abîmer tes pans, là, tu vois, tu as ce qu'on appelle une clé 2 pans. Donc 1, 2, tu prends sur 2 côtés. Tu as le 6 pans où tu prends sur 6 côtés. Et tu as la clé à tuyauter où tu prends sur 1, 2, 3, 4 et presque 5 côtés. L'avantage, c'est que tu vas avoir beaucoup plus de force là-dessus, sans risque de venir abîmer ton empreinte. Donc, en fait, tu viens passer ça comme ça, c'est pour ça qu'elle est coupée, c'est les clés à tuyauter. Et après, paf. Et tu vois, tu démontes beaucoup plus facilement. Et voilà. Et tu vois, il reste encore un petit peu de carburant dedans. Alors, on va mettre un petit chiffon. Ça se trouve, mes pompes fonctionnaient encore très bien, hein. Sincèrement, on sait pas. On sait pas, je me dis qu'il y avait un problème et que vu qu'Hitachi préconise un remplacement tous les 60 000, j'ai préféré faire du préventif. Et puis si j'ai perdu 1000 euros, tant pis. C'est con de dire tant pis, mais en vrai, je me dis au moins la voiture, voilà, elle est saine. De toute façon, il aurait fallu le faire tôt ou tard. Alors, on est fait tout doucement. Bon, il y avait vraiment rien, vous voyez. À peine de quoi éclabousser. Alors, les durites sont vraiment sous contrainte, hein. Donc on force pas dessus au risque de les abîmer puisque c'est des formats un petit peu coniques. Je vais vous montrer. Là on démonte notre pompe. Donc, pareil, on desserre un petit peu les trois et après on démonte tout. Voilà. Et c'est bon. Tu vois en fait ce que je t'expliquais que c'était conique donc fallait pas forcer, c'est ça. En fait l'étanchéité se fait par une olive. Donc pas forcer comme une brute, sinon on peut les abîmer. Voilà, donc là, tu as notre fameuse pompe. Hop. Et tu as dedans, tu vois, le pilon. Hop. Bon, sincèrement, il n'est pas trop moche, hein. Donc, toujours remonter avec de l'huile. Donc là, on met de l'huile dessus. On graisse bien tout ça. Et on remonte ça. Donc là, on peut pas se tromper, hein, vous voyez, il y a un petit guide. Hop, voilà. Il n'y a rien de bien compliqué dans cette intervention-là. C'est pour ça que je vous dis, ne vous privez pas de le faire. N'allez pas au garage pour faire ça. Si vous êtes aguerri de vos 10 doigts, ça devrait le faire. Et donc, tu vois, quand j'appuie sur le piston... Alors, déjà... Juste si je compare, hein, là, il est tout mou. Vous voyez, avec un doigt, j'arrive à le faire. Alors que là, je suis vraiment obligé de forcer.
Donc ça veut dire que soit il y a plus de compression dans celui-ci, donc du coup elle marche mieux, soit que ici le ressort est totalement flasque, quoi. Ce qui est sûr, c'est que clairement ça fonctionne mieux. On met un petit peu d'huile sur notre pourtour de joint ici. Voilà. Si jamais vous changez pas les pompes et que vous changez que le pilon, pensez bien à commander les joints avec. Bon, moi je les ai commandés, et puis après, parce que j'avais prévu de changer les pilons, et puis après je me suis décidé à changer les pompes. Bon. Du grand gaillard, comme on dit. Ouais, j'ai l'impression que l'autre, le piston était vraiment mou. Alors soit il a plus beaucoup de compression, ce qui est pas impossible, hein, puisque je rappelle que 160 000 la préconisation de remplacement par Hitachi, donc ça veut bien dire qu'il y a une raison. Hein. Il y a bien un moment où le piston s'use, comme sur un moteur de temps par exemple, parce que là en fait la lubrification il n'a pas. Si tu veux, c'est la seule lubrification qu'il a, c'est ton essence. Donc l'essence ça n'a jamais lubrifié. Donc c'est logique que les pompes à HP soient une pièce d'usure, au même titre qu'un piston sur un moteur de temps. Un moteur de temps, il n'y a pas de lubrification comme sur un 4 temps, donc du coup la lubrification se fait par l'huile qu'on ajoute dans l'essence. Là en l'occurrence sur un 4 temps, tu mets pas d'huile. Donc du coup si tu mets pas d'huile, il y a aucune lubrification qui se fait dans ta pompe de pression. Et ta pompe de pression, elle marche ni plus ni moins comme un système de compresseur d'air. Tu vois, un compresseur d'air, t'as quand même de l'huile, tu viens comprimer de l'air, là tu viens comprimer de l'essence. Donc en gros, t'as un piston qui remonte dans une chambre pour comprimer ton carburant. Bah ce piston-là, il tourne à sec, donc forcément il va s'user. Ça c'est mécanique, c'est obligatoire. Alors je vous donne une petite astuce que j'ai testée et qui sincèrement fonctionne du feu de Dieu. Je te montre. Quand vous avez des coupes de serrage que vous ne trouvez pas, et je vous jure ça marche, j'ai vérifié pour la Mégane, j'ai vérifié pour la R5, j'ai vérifié pour tout ce que j'avais en données techniques. Vous allez sur ChatGPT. Alors franchement je suis pas trop pour les trucs comme ça qui font le boulot à votre place, mais regardez, je vais lui demander, je souhaiterais avoir le couple de serrage, donc faut être précis, hein, des pompes à essence haute pression sur le moteur V10 5.2 litres FSI de chez Audi. Je vous jure qu'il va me donner le couple de serrage. 12 newtons. Et les raccords de carburant, 27 newtons. Mais je vous jure, ça c'est trop bien. Alors, voilà. Si vous avez la RTA du véhicule, je vous conseille vraiment de commencer par là. Mais quand vous ne trouvez pas des coupes de serrage, je vous jure que j'ai fait pas mal de trucs pour tester, pour vérifier s'il racontait des conneries. Et pour l'instant, il ne s'est jamais trompé. Alors bien évidemment, la revue technique de la voiture a quand même priorité sur ce genre d'intelligence artificielle. Mais quand même, ça fonctionne. Hein. C'est assez bluffant. Je vous avoue que la première fois, je me suis dit, mais merde, il y a intelligent ce truc-là. Donc voilà, si jamais ça peut vous aider. Il y a une version gratuite, hein, c'est pas forcément payant. La version gratuite, elle est limitée en nombre de requêtes par jour. Donc je crois que vous avez un truc comme 10 ou 15 requêtes par jour. Alors que la version payante, vous n'êtes pas limité. Là c'est pareil, je vous conseille de bien les mettre en pression à la main avant de les serrer. Pour pas que l'olive soit mis de travers. Tu vois, comme ça, en gros, je t'explique, tu les mets comme ça. Tu serres au max. Et après seulement, tu viens serrer avec ta clé. Parce que si ton olive elle est comme ça, en fait tu vas venir flinguer la partie étanchéité. Et là, bon bah pas de bol. Hein. Il faut changer les durites après. Tac. Voilà. Alors 27 newtons, c'est impossible de le faire avec une clé comme ça. Hein. Donc là je serre un petit peu mais sans trop forcer. Parce qu'on a vite fait de forcer vite avec une clé plate. Et on serre dans du laiton. Hein. Donc vraiment, allez-y mollo. Démarrez, faites juste attention que vous n'avez pas de fuite de carburant. Vous voyez sur les pompes neuves ici on n'a pas de bouchon. Par contre sur les anciennes pompes on a un bouchon. Donc faut qu'on récupère notre bouchon pour venir le placer dessus. Tu vois, tac. Et on remonte ça directement dessus. Alors là, ce coup-ci, on va pas le faire à la déboulonneuse, hein, t'as compris?
Donc là, les symptômes d'une pompe HP un peu faible, c'est consommation en hausse, donc par rapport à d'habitude, hein. Hausse de la consommation, difficulté à démarrer. On peut également avoir des voyants moteurs avec un souci lié à la pression de carburant. Donc à la pression, oui, à la pression de carburant, notamment défaut de pression de rampe d'alimentation trop basse. On peut avoir le véhicule qui se met en mode dégradé également. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses qui peuvent vous alerter. Mais une fois qu'elles vous ont alerté, malheureusement, il est déjà trop tard. C'est qu'elles sont foutues. De toute façon, là, on va aller faire un petit essai routier avant. On va voir déjà si les valeurs sont différentes ou pas. Parce qu'on était sur des LTFT aux alentours de 20 à l'éthanol avec une cartographie. Alors que quand j'ai acheté la voiture, en fait, j'étais à... Ça aussi, c'est un signe, tu vois. Mais après, peut-être que les clapets ont lâché. Encore une fois. Mais j'ai acheté la voiture, j'étais à -6 en LTFT au sans-plomb. Je suis arrivé chez Johan, je suis arrivé à 10 en LTFT au sans-plomb avec en gros 600 km d'écart. On a fait la carto, je suis rentré chez moi, j'étais toujours à 6, mais cette fois-ci avec de l'éthanol. Le lendemain, j'ai repris la voiture, je suis passé à 13. Le surlendemain, 17. Quand je suis retourné chez Johan, et le surlendemain, je suis arrivé à 20. Et en fait, ça, c'est clairement un signe d'une pompe qui est en train de lâcher. Donc, c'est aussi des petits signes comme ça avant-coureurs qui me laissent penser qu'on a effectivement un problème de pompe. Voilà. Tac. Alors celle-ci, est-ce qu'elle est toujours... Ah oui, elles sont molles, regardez. Soit le piston, il a carrément trop de jeu, soit le tarage du ressort, il est carrément dans les choux, quoi. Je pense qu'on n'a pas perdu notre argent à venir les remplacer. Je pense. Même si c'était peut-être pas urgentissime pour rouler de manière standard, il y a quand même une sacrée différence de résistance dans la pompe. Alors celui-ci. Même, ouais, on a la même usure en fait ici. Au niveau du guide ici, je pense qu'il n'y a pas un guide pour rien. On a vraiment une usure prononcée ici. Mais sincèrement, ils n'étaient pas en si mauvais état, hein. Ça, j'aurais pu les laisser. Mais bon, quitte à tout remplacer, autant voilà, faire du propre directement. Là, je peux vous dire qu'avec ça, le V10, il va ronronner nickel, hein. On lui aura vraiment fait la totale, hein. Au moins, il va être fiable. Il va être bien. On verra s'il finira par sortir les chevaux préconisés par le constructeur. Ça, c'est autre chose. C'est un autre débat. Mais en tout cas, il sera au mieux de sa forme. Alors là, oui, vous avez pu voir, hein, avant de retourner chez Johan, on est passé sur l'huile céramique, j'ai fait la vidange. Parce qu'à force de lui tirer dessus au banc avec de la 530, je vous avoue que je commençais à devenir un petit peu malade. Donc j'ai préféré faire ça. Bon, tu me diras, mon objectif, il est surtout que ça fonctionne de manière optimum. Après, les chevaux que ça sort, c'est du plus. Je pense qu'Audi a été un petit peu marseillais sur les informations liées à la puissance de leur moteur. C'est un autre débat. Elle avait des petites difficultés aussi à démarrer à l'éthanol. Généralement, elle démarre du deuxième coup et le démarrage est pas franc, elle tout saute un petit peu et boum, elle démarre. La première fois, elle tombe dans le vide, je suis obligé de la couper, sinon en fait ça use le démarreur. Et ça c'est pareil. Alors ça c'est des choses qu'on peut retoucher à la carto, hein, donc c'est pas un problème de carto. Seulement vu qu'on avait de sérieux doutes sur les pompes, j'ai dit à Johan, on ne change rien à la carto, parce que si on change la carto, qu'en fait ce soit les pompes, et que quand je vais venir changer les pompes, on dérègle la carto, il va falloir remodifier une xème fois la carto. Bon, on répare d'abord la mécanique et après on ajuste la cartographie. Et je vous l'ai toujours dit, ne faites pas carto un moteur qui boite. C'est contraire. Bon là malheureusement, on s'est aperçu au moment de la carto que ça boitait. Donc c'est différent. Mais du coup, commencez pas à faire 50 000 cartos si en fait le problème c'est mécanique.
Donc là, c'est ce qu'on fait. On part sur une bonne base de carto, on ajuste la mécanique. Quand on est sur de la mécanique, à ce moment-là, si on a toujours des petits points à corriger, on viendra corriger la carto. Pour l'instant, on termine dans l'ordre. Bon, et ben les amis, de ce côté-là, c'est remonté. Maintenant, moment fatidique, on va démarrer. Alors, elle risque d'avoir du mal à démarrer, forcément, puisqu'on a désamorcé le circuit de carburant. Bon, tu vois, là, elle a eu du mal à démarrer. Mais elle a quand même démarré du premier coup. D'habitude, ça me fait ça, mais au deuxième coup. Le premier, en fait, même si je le laisse, ça démarre pas. Donc, je te dirais que comme ça, c'est plutôt bon signe. Sachant que les pompes n'étaient pas du tout amorcées, donc on avait de l'air dedans. Donc le vrai démarrage, on l'aura demain matin au réveil. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit essai routier, voir au niveau du comportement de la voiture s'il y a des différences. J'embarque ma valise diagnostique, on regarde également au niveau des datas s'il y a une différence. On refait un test de démarrage à froid demain matin, cette fois-ci avec le circuit pas désamorcé, comme ça on aura vraiment la réalité des choses. Et ensuite, on se rend chez Johan, MCR Performance, pour vérifier tout ça au banc de puissance. Donc les amis, c'est parti, go sur la route. Je viens de parcourir 30 km, puisque vous le voyez, j'ai été chercher des croquettes pour mon chien qui est juste là, voilà. Donc j'avais profité pour faire un essai routier. Alors c'est plutôt pas mal. Sur le banc 1, on a 19, sur le banc 2, on a 10.9, sur le banc 3, on a 8.6, sur le banc 4, on a 10.2. Il y a toujours deux valeurs sur un V10 par banc. Donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'avant de remplacer les pompes, on était entre 17 et 21 pour les plus élevés. Donc on a divisé par 2 les LTFT. Donc là, on va reprendre la route. Mais c'est plutôt un bon signe. J'ai d'autres bons signes. Alors encore une fois, vous avez pu voir avec les vidéos que je fais sur ma chaîne que des fois entre les sensations et la réalité, on a des différences. Là, je vais prendre avec des pincettes ce que je vous dis, parce que encore une fois, j'attends le passage au banc et les chiffres et la courbe pour pouvoir valider ou non mon ressenti. Mais j'ai une forte impression que la voiture est plus vive, plus réactive, notamment dans les accélérations franches. Donc est-ce que c'est faussé par un effet placebo? Est-ce que c'est réel? Ça, on va le vérifier au banc, hein, vraiment dans la fin de cette vidéo-là. Mais je la trouve plus dynamique. C'est-à-dire que quand j'appuie sur la pédale, hop, je la trouve vraiment plus réactive. De là à vous dire qu'elle a plus de chevaux, ce serait vite dit. Je roule aux limitations de vitesse. J'ai fait quelques accélérations en sortie de village pour voir un petit peu ce que ça donnait. On va essayer d'en faire une là. Mais vraiment, tu vois, dès que j'appuie sur la pédale, hop, ça part comme si que j'avais plus de puissance tout de suite. Je sais pas comment l'expliquer, mais avant c'était plus doux l'accélération. C'est un peu comme si que j'étais passé en mode sport alors qu'avant je roulais en mode normal. Pour voilà, essayer de te donner un petit peu mon ressenti comme ça. Donc là je roule toujours avec mes corrections. Et bien les amis, ça y est, on est un petit peu plus tard. Là on va pouvoir faire un démarrage à froid avec les pompes pleines et voir un petit peu ce que ça change. Alors c'est parti. Bon, ça démarre du premier coup. On voit qu'il y a toujours une petite hésitation. Donc nous on va peut-être aller chez MCR Performance vous revoir un petit peu la cartographie de redémarrage, de démarrage pour l'enrichir un poil plus. Je pense qu'elle aurait besoin parce que là on est quand même au mois de mai. Cet hiver je pense qu'on risque d'avoir des soucis de démarrage. Mais en tout cas c'est déjà mieux avec les pompes neuves. Donc maintenant verdict au banc de puissance. Bon donc là on fait le tir pour pouvoir vérifier un petit peu si on a eu un changement ou pas avec les pompes haute pression. Donc là la voiture est chaude, let's go.
HP. Donc là, bah, prochaine fois, on va tout simplement démonter le collecteur d'admission et regarder un petit peu ce qui se passe là-dedans. Allez, rendez-vous au garage. Les amis, ça y est, retour au garage. Bah, je vous avoue que je suis un petit peu déçu quand même, parce qu'on avait un changement de valeur, un changement de comportement suite au remplacement des pompes HP. On a pu voir que le démarrage était quand même un petit peu mieux. On a pu voir que les LTFT étaient en baisse. Donc on a forcément quand même résolu un petit problème qui était sous-jacent. Par contre, c'était clairement pas les pompes haute pression qui faisaient en sorte que le véhicule n'avait pas ses chevaux. Donc là, il nous reste plus qu'une seule étape, c'est les clapets d'admission. Maintenant, des clapets d'admission qui font perdre 90 chevaux, je n'y crois pas. Que ça nous fasse perdre 20, 30 chevaux avec la calamine, etc. Allez, 40 peut-être, je suis largement optimiste. Donc, on s'approche quand même de plus en plus à dire, en conclusion, que Audi a sacrément banane les propriétaires de cette voiture-là, qui annonce quand même 435 chevaux d'origine. Là, il nous manque quand même 90 chevaux. Alors, on avait quand même des axes. On a vu que lors du premier passage au banc pour la Carto, on avait des valeurs qui étaient quand même assez élevées au niveau du carburant. Donc, on a regardé un petit peu les fuites, pas de fuite. On a regardé les corrections de carburant, il y avait un petit truc. On a changé les pompes, certes, devenues dans l'ordre. Donc là, on est à 7, 8 d'LTFT, ce qui est tout à fait normal, puisqu'on est sur une Carto Flex Fuel, j'insiste. On n'est pas sur une Carto éthanol. Donc du coup on a des trims qui sont légèrement désaxés, qui peuvent permettre du coup de rouler au sans-plomb ou à l'éthanol. Donc de ce côté là c'est bon. Par contre on voit qu'on a eu absolument aucun gain de puissance après le remplacement des pompes. Ça c'est quand même incroyable. Bon, je suis un petit peu dégoûté parce que ça m'a coûté 650 € à peu près le remplacement des deux pompes. Mais finalement on a pu quand même voir au niveau des analyses de data que ça a quand même corrigé quelque chose. Donc je pense que Hitachi, qui préconise le remplacement des pompes à 160 000 km, sont à peu près dans le vrai. Après forcément, si tu fais de l'autoroute, si tu fais de la ville, si tu fais tout ça, les pompes vont pas s'user pareil, parce que c'est proportionnel au nombre de tours minutes. Donc il y a forcément un delta, voilà, je dirais ça peut être à partir de 160 000, mais on peut les changer à 180, 190 000. Je considère pas ça comme une perte d'argent. Par contre je m'attendais sincèrement à un petit regain de puissance, qui n'est pas du tout le cas. Donc les amis, eh ben on va quand même rien lâcher, parce que l'objectif c'est quand même de voir si oui ou non on arrive à grappiller des chevaux sur cette voiture là, ou bien si Audi a vraiment banane. Donc là l'objectif, prochaine vidéo, on sort le collecteur d'admission, puisqu'on a vu qu'on avait des clapets qui étaient HS, l'axe était abîmé. Donc on le sort, on supprime les clapets et on la repasse au banc de puissance. Et là après on aura éclusé toutes les options, on pourra en faire une conclusion. Mais sincèrement, sur la route ça marche vraiment bien. Je suis le premier étonné du résultat du banc, parce que sur la route ça tracte, ça accélère fort. On n'a vraiment pas l'impression qu'il manque des chevaux. Donc c'est très bizarre comme sensation. Je l'explique pas. Voilà. En tout cas ça marche vraiment bien, mais les chiffres ne sont pas là. Les amis, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, si tu veux louper aucun épisode sur cette Audi S6 V10 5.2 litres, et bah t'hésites pas, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche, et nous on se retrouve très prochainement. Ciao.